Bonjour, bonjour. À la poursuite de Novembre Rouge, nous sommes allés il y a quelque temps au Nicaragua où nous avons discuté avec les journalistes Bern Norton et Denis Rocatiuk sur l'élection de Daniel Ortega. Puis nous sommes allés en Argentine, à Buenos Aires, où Marco Terrucci, le journaliste Marco Terrucci, nous a fait une analyse des élections législatives et sénatoriales partielles. Nous continuons notre chemin en Amérique latine à la poursuite de Novembre Rouge. Nous allons aujourd'hui à Cuba. À Cuba, pourquoi? Parce qu'il y a eu donc le 15 novembre, où il y avait en tout cas une tentative de déstabilisation de la part des États-Unis de la révolution cubaine. Alors, que s'est-il passé le 15 novembre? Nous sommes avec Maïté Piñero. Maïté a été la correspondante du journal L'Humanité à La Havane pendant longtemps. Donc, elle connaît évidemment très bien les ressorts de l'île révolutionnaire. Merci Maïté. Maïté, bonjour. Comment vas-tu? Bien, je vais bien, bonjour. Très bien. Eh bien, écoute, on va commencer. Donc, on a vu il y a quelques mois, en juillet, des manifestations à Cuba, dans toutes les villes de Cuba, chose qui était un peu inhabituelle sur l'île. Alors, d'où venait ce mécontentement? Qui était à la tête de ces manifestations? Est-ce que tu peux nous mettre en contexte avant d'aborder ce qui s'est passé donc ce lundi 15 novembre? Bien. Oui, alors, Cuba, hier, on sait qu'après 9 mois de confinement, après les étudiants, après les lycéens, 600 000 enfants du primaire sont rentrés à l'école. Et en même temps, après 9 mois de confinement, Cuba a rouvert ses frontières, ses aéroports. 400 vols par semaine sont prévus à l'heure actuelle. Cuba est en train de revenir à une sorte de normalité contrôlée. Mais l'île a très durement souffert de la fermeture de ses frontières et de l'arrêt du tourisme qui est devenu sa principale ressource. En un an et demi, le gouvernement avoue la perte de 3 milliards de dollars. Et la pandémie est arrivée par-dessus. Donc, 300 millions de dollars ont dû être investis dans le système de santé pour protéger la population et aussi pour activer la recherche. On sait qu'à l'heure actuelle, Cuba dispose de 5 vaccins qui ne sont pas tous finalisés, mais en tout cas, il y a 2 vaccins qui sont opératifs et l'île a réussi aujourd'hui à vacciner 70% de sa population. Et ça a été le premier pays aussi à vacciner les enfants à partir de 3 ans. Mais naturellement, la pandémie, la chute des exportations, des importations, le ralentissement de l'économie, ajouté au blocus que l'administration Trump avait renforcé jusqu'au dernier moment. Trump a édicté des mesures. On est à un total de 243 mesures qui renforcent encore le blocus. Et donc, il y a eu effectivement un phénomène de pénurie qui perdure. Il y a effectivement des queues pour se procurer les biens de première nécessité, les victuailles, mais aussi les produits d'hygiène. Il y a, euh, il y a pénurie d'essence, de carburant, ce qui naturellement compromet le ravitaillement des campagnes vers les villes. Et ça pénalise aussi la production d'électricité. Il y a donc les apagones, les fameuses coupures. Il faut savoir aussi qu'à Cuba, il y a plus de 600 000 cuentapropistas, c'est-à-dire des travailleurs indépendants qui vivent aussi du tourisme, les chambres d'hôtes, les restaurants, etc. Et il y a en plus tout le personnel qui travaille dans les hôtels. Et donc, toutes ces personnes ont été pénalisées. À cela s'est ajouté les effets, donc la suppression de la double monnaie, l'unification monétaire, et c'était prévu aussi par le gouvernement. Il y a eu un phénomène d'inflation et de marché noir. Il est évident qu'à Cuba, pas plus qu'ailleurs, on n'est pas révolutionnaire et tout le monde n'est pas révolutionnaire. Et avec des causes réelles pour nourrir le mécontentement,
le mécontentement a bien évidemment existé. Et donc, en juillet, effectivement, pour la première fois à Cuba, dans plusieurs villes, on a eu des manifestations. Avec dans ces manifestations, naturellement, des provocateurs qui se sont attaqués à un hôpital pédiatrique, qui ont détruit des tiendas, des bodegas. Et donc, ce mécontentement réel de la population a servi finalement à essayer de provoquer des troubles. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu le mécontentement, a reconnu les causes réelles du mécontentement, et il y a eu ensuite, à Cuba, on fait beaucoup de pédagogie en politique. Il y a eu beaucoup d'émissions, beaucoup de blogs, il y a eu tout un travail pour expliquer la situation dans laquelle était le pays. Alors, sur ce, on arrive donc à la date d'hier, constatant qu'il y Alors, avait effectivement un Maïté, mécontentement. je voudrais juste te couper un petit peu parce que ce que tu dis sur la pédagogie politique est très intéressant parce que si on écoutait les médias internationaux, on avait l'impression que Cuba avait déclenché une répression féroce. Cette répression féroce était contredite d'ailleurs par les images, alors pas les images évidemment, je dirais officielles du gouvernement cubain ou même des journaux publics, mais les propres vidéos que des manifestants montaient sur les réseaux sociaux, oui, parce que évidemment on a eu accès à ça, ils ont aussi accès à ça, où l'on voyait des policiers qui n'étaient pas en tenue anti-émeute, qui étaient au milieu de la population, alors certes qui gueulaient un peu, qui s'affrontaient avec les manifestants, mais la répression, entre guillemets, du mouvement, quand on la compare avec d'autres pays, la Colombie, le Chili, voire la France, a été évidemment sans commune mesure. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réponse qu'a eu le gouvernement aux manifestations de juillet? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, le gouvernement a reconnu que les causes du mécontentement étaient réelles, mais a recommencé à expliquer ce que signifiait le blocus, a expliqué aussi quels investissements avaient été nécessaires pour la santé. Bon, et ça, de toute façon, la population elle-même l'a constaté. Les Cubains sont des gens politisés. Les Cubains sont des gens informés. La télévision cubaine, le noticier, on informe largement sur ce qui se passe en Amérique latine, montre les images de la répression policière et des Robocop en Colombie, au Chili, et ils peuvent faire la différence. Ils ont été très rapidement vaccinés. Ils savent que leur pays n'est pas une puissance mondiale, mais qu'il a quand même réussi seul en Amérique latine à fabriquer, à inventer 5 vaccins. Donc, comment ces images de la répression, effectivement, elles sont frappantes quand on regarde ce qui se passe ailleurs. On ne voit pas de Robocop. On ne voit pas de Robocop. À Cuba, ça n'existe pas encore. Et je pense que ça n'est pas prêt d'exister. La preuve par ce qui s'est passé encore hier. On ne voit pas des tanks dans les rues. On ne voit pas une ville militarisée. Et comment dire, il ne s'est rien passé hier, non pas parce que le gouvernement avait militarisé la Havane et les principales villes du pays. Les touristes qui sont arrivés hier par les premiers vols, ils sont arrivés dans un aéroport qui ressemblait à un aéroport normal. Ils sont arrivés à la Havane, il n'y avait pas des Robocop à tous les coins de rue. Ces choses-là, elles ne s'improvisent pas. Je veux dire, quand un gouvernement décide de réprimer, ça se voit. Et la Havane est une ville où il y a de nombreux correspondants. Et hier, ces correspondants, eux, étaient sur pied de guerre et à l'affût de la moindre image. Les images, ils ne les ont pas trouvées. Et je dis, ça ne se décrète pas et ça ne se réprime pas et ça ne s'arrête pas quand un peuple a décidé que c'était le moment d'y aller et qu'il avait des raisons suffisantes et des perspectives suffisantes aussi pour y aller. Si ça n'a pas eu lieu hier, c'est pas parce que la Havane était militarisée, c'est pas parce que Cuba était en état de siège, ça n'était pas parce que le gouvernement l'avait décidé, c'est parce que tout simplement les Cubains avaient décidé que non, ils n'allaient pas participer à cette marche. Les Cubains avaient décidé que non, ils n'ont pas envie de changer de régime et de gouvernement et que non, ils n'ont pas envie de déstabilisation chez eux.
Oui, et justement, après les manifestations de juillet, il y a eu un discours d'une clarté exemplaire et finalement un discours très modéré, non, par rapport à ce qu'on peut écouter, qui était le discours du président Diaz-Canel. Diaz-Canel avait fait un discours donc en juillet, rappelant que effectivement, que la grande majorité des gens qui ont défilé, qui ont manifesté, étaient des gens qui étaient donc mécontents de la situation actuelle. Donc tu as expliqué le pourquoi de cette situation, qu'il y avait eu aussi quelques révolutionnaires qui avaient été trompés, et puis surtout un petit noyau dur, minoritaire, de gens qui finalement essayaient de manipuler cette colère légitime. Le président Diaz-Canel avait aussi demandé au secteur académique du pays de préparer une enquête, une recherche sur les aspirations et les perceptions de la jeunesse pour essayer que le pouvoir puisse répondre à ces nouvelles aspirations. Alors je répète tout de même parce que c'est une grande langue rengaine, la jeunesse ne suit plus la révolution cubaine. Enfin, il y a déjà eu 4 générations minimum sur la génération cubaine, donc sur la révolution cubaine. Donc à chaque fois, les aspirations de la jeunesse sont évidemment prises en compte. Parlant de jeunesse, je fais un petit aparté à ceux qui ont moins de 40 ans ici et qui nous regardent, qu'un Robocop, c'est un policier en tenue anti-émeute. Le film étant sorti à la fin des années 80. C'est un très bon film, Robocop 1, Robocop 2, enfin un très bon film. C'est un film rigolo, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que tu peux aussi, Maïté, nous expliquer un peu quel était ce petit groupe de meneurs, d'où venaient-ils et quels sont leurs liens, aujourd'hui, on le sait, manifestes, avec les États-Unis? Bon, alors à l'heure actuelle, on sait que, comment dire, d'abord je voudrais quand même dire une chose, c'est que euh, tout d'un coup, on se demande pourquoi, tout d'un coup, les lorgnettes, on regarde Cuba à la lorgnette. Là, il fallait absolument surveiller Cuba. Pourquoi il fallait surveiller Cuba? Je pense que pour l'administration Biden, dont on voit bien qu'elle a absolument aucune volonté de revenir sur les mesures de l'administration Trump, là, il y avait un interstice. Cuba a beaucoup souffert et de la pandémie et des mesures de renforcement du blocus. Mais hier, donc, la vie reprenait, le tourisme revient et on peut espérer donc que l'économie va repartir. Il y avait un petit interstice qu'il fallait mettre à profit pour essayer de capter ce mécontentement qui perdure, parce que les mesures encore sont là, parce que la pénurie est encore là. Et pourquoi il fallait le faire? Parce que finalement, alors que l'administration états-unienne pensait que la pandémie allait porter un coup mortel à la révolution cubaine, c'est le contraire qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Cuba a non seulement été capable d'inventer ses propres vaccins, de protéger sa population, mais il faut quand même se souvenir que Cuba a été le seul pays pendant la pandémie à envoyer des équipes médicales dans des pays qui en avaient besoin. Il faut quand même se souvenir des images de crème. Toute l'Europe faisait l'œil de verre devant les soignants et les médecins d'Italie qui étaient désespérés. Et c'est une équipe médicale cubaine qui est arrivée, qui a installé un hôpital de campagne. La presse n'a pas pu résister, les images, on les a vues partout. Cuba est ensuite allé chez nous en Andorre et est allé aussi en Martinique. Et Cuba a donc recueilli à nouveau puissance de solidarité. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. En juin dernier, pour la 29e fois depuis 1992, l'Assemblée générale de l'ONU vote contre le blocus, à l'exception des États-Unis et d'Israël. Bon, ça c'est le genre de nouvelles, ça ne fait pas la une. On ne regarde pas l'Assemblée générale de l'ONU en train de dénoncer le blocus à la lorgnette, mais ça se sait quand même. Et donc, pour l'administration états-unienne, il y avait là un petit exercice qu'il fallait essayer de mettre à profit pour liquider ce prestige de Cuba, pour essayer de capitaliser et de détourner le mécontentement
qui, on l'imagine, est encore bien réel et a empêché en tout état de cause Cuba de se relever. La campagne, elle est partie d'où? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, aujourd'hui, alors qu'il se passe 30 000 horreurs dans le monde, alors qu'un gamin de 14 ans est encore mort en Europe, entre la frontière polonaise et Biélorussie, alors qu'en ce moment même au Guatemala, les Robocop sont en train de réprimer toute une communauté maya qui s'oppose à des compagnies minières qui viennent saccager le territoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que hier encore en Colombie, on avait un massacre dans la région de Antioquia. La Colombie en avril, personne ne regarde à la lorgnette. En avril, un mouvement social a été réprimé de telle manière qu'il y a eu 60 morts, plus de 2000 blessés. Bien. Donc, depuis le mois de septembre, on a un pilonnage systématique de l'administration Biden. 23 déclarations de responsables, secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, qui appellent, soutiennent un mouvement qui s'appelle Archipelago, Archipel, qui est basé à Miami et qui est formé de tout un conglomérat d'organisations anticastristes, connues, inconnues, grandes, petites, et qui préparait une manifestation pacifique, mais avec comme objectif avoué la défense des droits de l'homme, mais fondamentalement pour changer le régime. Bien, 23 déclarations, les unes après les autres, relayées par Amnesty International, Amérique. Les Amériques, elle n'a rien d'autre à faire. La responsable d'Amnesty International, en ce moment, dans ce continent où on massacre à tour de bras dans un certain nombre de pays, où les migrants sont aussi retenus aux frontières, pour ne finalement elle a appelé à surveiller Cuba, tombeau des droits de l'homme pratiquement, hier, journée du 15 novembre. Alors, à Cuba même, vous avez deux figures qui sont aujourd'hui présentées comme le chevalier blanc et puis sa groupie, Junior Garcia Aguilera. Naturellement, on vous raconte qu'il est issu de la société civile. C'est un illustre inconnu. C'est un artiste comme Valladares était le grand poète dont on sait ce qu'il est devenu. Et donc, non, d'ailleurs, on ne le sait pas forcément, si tu peux le rappeler, puisqu'il y a quand même des gens qui viennent aussi s'informer de toute l'histoire de Cuba. Alors, parenthèse, Valladares était donc un opposant cubain qui a rapidement été présenté comme le poète du siècle et puis qui était naturellement persécuté par le régime et paralytique en plus, quelle horreur. Donc, c'était vraiment le martyr. Il y a eu une campagne internationale, beaucoup de gens pleuraient sur son sort. Et donc, François Mitterrand, qui avait l'âme généreuse, a décidé de le faire revenir en France. Et quand ce monsieur est sorti de l'avion, tout d'un coup, il y a eu un miracle. Il s'est mis à marcher. Et ensuite, le grand poète s'est éteint puisqu'il n'a jamais plus rien produit de toute sa vie. Oui, mais Mitterrand l'a touché, Dieu l'a touché et le paralytique s'est réveillé. C'est le roi thaumaturge, là, Mitterrand. Bien, il y en a eu un certain nombre encore comme ça. Mais donc, Junior Garcia Aguilera est un jeune homme au demeurant très sympathique à l'image et un inconnu. Alors, un inconnu qui, comme par hasard, vient d'ailleurs de recevoir le prix d'une fondation obscure pour la promotion du cinéma latino-américain. Alors, il a réalisé un court-métrage qui fait beaucoup réfléchir. Je pense que ça doit beaucoup agiter les gens de la Havane en ce moment. Le sujet, c'est le soleil va s'éteindre et puis je ne sais plus combien de temps ça met pour s'éteindre et pour que l'obscurité arrive sur Terre. Mais dont la grave question existentielle est la suivante. Avec quelle personne on va pouvoir passer le temps qu'il nous reste pour que ça soit encore du bon temps. Ça méritait un prix, ça c'est sûr. Comme je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je pense que ça doit être Garcia Aguilera lui-même, celui avec qui il faut attendre la fin du monde.
Bien, donc ce monsieur est présenté d'abord comme un illustre inconnu, plein de générosité, avec des idées sympathiques, les droits de l'homme, le changement, etc. Et à Cuba, comme l'on sait, il y a quand même des services secrets assez efficients. Ils ont eu tout intérêt à les développer. Et donc, les services secrets, il y a un agent qui est sorti, un oncologue, l'agent Alphonse, soit agent des services secrets depuis 25 ans, et qui a révélé aux noticiers, donc au journal télévisé, que avec Junior Garcia, il avait assisté à Madrid, à l'université, une filiale de l'université états-unienne Saint-Louis. Il avait assisté à un séminaire euh, sur finalement les méthodes des révolutions orange. Et à ce séminaire assisté de généraux espagnols, je suppose plutôt héritiers du franquisme, mais y assistait aussi comme instructeur un monsieur qui appartenait, qui était un dirigeant du centre Carnegie, lequel centre Carnegie était dirigé jusqu'en mars dernier, mars 2021, par l'actuel directeur de la CIA, William Burns. Bien. Les services secrets ont également diffusé l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Junior et, un opposant de Miami qui est lié à Posada Carriles et Orlando Bosque, qui sont les artisans de l'attentat de 1976 contre l'avion de Cubana qui a causé la mort de 73 personnes. Donc, les liens entre ces gens soi-disant issus de la société civile, pleins d'honnêteté, de bonne foi, il s'avère que ces gens-là sont en fait non seulement soutenus, mais également financés, mais également inspirés par les éléments anticastristes de Miami et derrière par les fonds de l'USAID, par la CIA et par l'administration états-unienne qui ne pense qu'à une chose, abattre, détruire cette révolution et ce pays qui ne veut pas être une étoile de plus sur le drapeau étoilé. Oui, alors on précise évidemment que la USAID, non, que tu viens de nommer, donc c'est l'agence des États-Unis pour la coopération et le développement. Généralement aussi, il y a la NED, donc National Endowment for Democracy, c'est d'ailleurs le Fonds national pour la démocratie, qui, selon les mots de son fondateur, Allen Weinstein, dans une interview du 14 novembre 1997 dans The Washington Post, disait ce que la NED fait aujourd'hui, c'est ce que faisait la CIA il y a 25 ans. Un point de vue qui a été relayé par son président Karl Gershman, qui disait là c'était plus le Washington Post, c'était dans le New York Times, c'était même avant, c'était en 1986, où Karl Gershman disait imaginez que certaines associations de la société civile dans des pays reçoivent de l'argent de la CIA, ça serait mal vu, c'est pour ça que la NED a été créée. Donc la NED est un paravent de la CIA. C'est pas moi, Romain Migus, qui le dit, c'est pas les deux rives, pour le coup, qui vous offrent un autre point de vue, c'est pas Maïté Pinheiro qui l'affirme, ce sont les fondateurs ou le président de cette organisation. Et donc c'est via la NED et via la USAID que une bonne partie de ces opposants qui apparaissent donc de la société civile. Alors Junior Garcia est décrit comme dramaturge. Avant Junior Garcia, l'année dernière, il y a un an, il y avait un mouvement aussi dit de jeunes artistes, le mouvement San Isidro, qui était apparu un peu sur cette même ambiguïté, demandant plus de liberté d'expression, mais avec un agenda politique très établi et finalement axé sur le changement de régime. Je dis ça parce qu'à chaque fois, évidemment, on nous accuse de complotistes ou quoi que ce soit, et puis il suffit d'attendre quelques semaines et quelques mois pour voir finalement les canaux de financement de ces organisations, d'où ils viennent, qui sont-ils, et puis finalement, on voit que c'est je dirais des pions des États-Unis pour le changement de régime à Cuba. Ce n'est pas aux vieilles buses
que nous allons apprendre à chanter, on va dire. Alors, bon, vieille buse, je le dis pour moi, hein, Maïté, évidemment, on ne le prend pas pour toi, mais tout de même, quand on connaît un peu comment opèrent les États-Unis dans la région, évidemment, ça saute aux yeux pour qui sait, pour qui connaît l'actualité latino-américaine. Alors, Maïté, qu'est-ce qui s'est passé hier, finalement, à Cuba? Parce qu'on attendait une grande manifestation, on attendait des affrontements, on attendait peut-être même que le gouvernement cubain soit renversé. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'a fait Junior? Peut-être. Ce qui ne se dit pas, ce qui ne se dit pas ici, ce que n'écrivent pas les journalistes, c'est que en fait, aussi bien Junior Garcia que sa collègue de Santa Clara, Saily González, qui est l'autre figure féminine de la contestation, Oui, il ces gens-là ne fallait que ça soit contestent. paritaire, ça c'est sûr. Ils contestent absolument pas ces liens. Junior Garcia, quand, après que le noticiero ait diffusé sa conversation téléphonique, il dit tout simplement, il dit, bah oui, c'était une conversation par téléphone. On lui dit, mais enfin, vous ne savez pas à qui vous parlez, il est lié à Posada Cariles, etc. Et il dit, mais quand quelqu'un... Raoul Sanchez s'appelle la personne. Ramon Saúl Sanchez. Et il répond, mais quand quelqu'un me téléphone pour me proposer son aide et son soutien, je ne vais pas l'interroger, lui demander de me raconter sa vie et je ne l'interroge pas sur son casier pénal. Oui, alors je voudrais juste, excuse-moi Maïté, je te coupe, parce que pour que les gens prennent bien la mesure de ce que tu es en train de dire, c'est comme si, alors évidemment, je ne dis pas ça, ça ne s'est jamais passé, mais c'est comme si, par exemple, Maxime Nicole ou Jérôme Rodriguez recevaient un appel des frères Kouachi. C'est voilà. C'est ça, ce qui s'est passé avec ce Junior Garcia. Absolument. Et donc, comment elle s'appelle? Saily González, interrogée elle-même sur ses liens avec Omar Lopez de la FNCA, dit tout simplement, elle dit, ben oui, il me donne des conseils. Et donc, elle reconnaît qu'elle prend des conseils chez chez des gens qui sont des terroristes, tout simplement, des terroristes. Donc, tu as raison de faire cette comparaison. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, plus de 600 000 écoliers ont regagné leurs écoles avec les mamans qui les accompagnaient. Alors, les mamans, elles ont beaucoup participé parce qu'à Cuba, il n'y a pas d'industrie textile. Donc, sur les images, on voit les enfants dans leurs uniformes. Et bon, certains ont des habits neufs et puis d'autres, on voit que ça a été rallongé. Et puis, ils arrivent à l'école, il y a une fête, il y a des discours, il y a des chants, il y a le salut au drapeau et masqués chacun et avec les distances. On voit très bien tout ça sur les vidéos. Les gosses sont retournés à l'école. Les aéroports ont rouvert. Il y a des tas de Cubains qui sont allés chercher des amis. Bon, ceux qui ne sont pas arrivés, c'est les familiers, les exilés économiques qui sont aux États-Unis, puisque eux ne peuvent toujours pas voyager, puisque l'administration a supprimé les vols et les ferries, sauf à passer par un autre pays et toute une série de contorsions. On a vu, il y a eu des tas d'images, des tas de vidéos. Les Cubains ont investi les réseaux sociaux parce que ça a déferlé. On a bien vu ces derniers jours que sur Twitter et sur Facebook apparaissaient des tas de comptes qui recueillaient chacun 10 milliers de participants tout d'un coup. Les Cubains ont dépioté ça. Aujourd'hui, la presse cubaine publie des images et des articles qui montrent la guerre de l'algorithme, finalement. C'est-à-dire qu'on a assisté à une opération qui ressemble à celle qu'on a vue au moment du coup d'État en Bolivie, une espèce de mur médiatique qui s'est installé pour dissimuler le putsch, pour faire croire que le pays s'était insurgé contre un gouvernement failli et contre des élections frauduleuses. Mais tout ça succédait à une véritable campagne sur les réseaux sociaux, une campagne de mensonges. On a vu à peu près s'installer le même système. Cuba a vécu hier une journée normale. Hiroel Sanchez, par exemple, qui est le modérateur de la Pupila Insomne et qui est un site très
très intéressant et j'invite tout le monde à aller voir de temps en temps, à sillonner les rues de La Havane, notamment Rampe, la grande artère qui conduit qui aboutit au Malecón. On a vu une ville normale. Il y a eu ensuite des vidéos qui, oui, ah oui, pour l'anecdote tout de même, il faut savoir que Junior Garcia avait, avait fait une déclaration quelques jours auparavant en disant que, bon, finalement, le 15, lui, n'allait pas y aller et que par contre, en grand chevalier blanc, le 14, il allait sortir de chez lui avec une rose blanche, ce qui est une vraie provocation. La rose blanche, pour tous les Cubains, c'est un poème célèbre de José Martí. Et qu'il allait donc sortir avec sa rose blanche et marcher du parc Quijote jusqu'au Malecón. Eh ben, il n'a pas pu sortir parce que les voisins étaient là. Les voisins étaient là. Alors, Junior est très médiatisé, mais les voisins le sont un peu moins. Donc, ils ont aussi utilisé leur droit d'expression. Ils sont allés dire à leurs voisins ce qu'ils pensaient de ces idées et de ces agissements. Donc, on voit une scène où il y a les voisins qui chantent, qui dansent, qui parlent. On n'a pas beaucoup l'habitude de ce genre de choses chez nous. On peut facilement dire c'est du harcèlement, de l'intimidation. Ce qu'il faut savoir, ça se voit, ce sont les voisins, aucun n'est armé, les gens chantent, dansent, ils sont véhéments à la manière cubaine. Junior Garcia est un Cubain, il savait très bien qu'il n'était pas menacé. Il n'a même pas eu le courage de sortir et on le voit juste oser tout simplement tirer le rideau. Oui, et en plus, il y avait tous les médias internationaux qui étaient là, donc il aurait pu tous les médias sortir, internationaux étaient là, mais il n'y avait pas besoin qu'ils s'interposent, on n'aurait pas touché un seul cheveu de sa tête. Et donc hier, il n'a pas pu sortir et il n'a pas pu faire sa petite balade parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde dans les rues et je pense qu'il n'est pas non plus très courageux. Mais donc, hier, les journalistes de EFE se sont rendus chez lui 15 novembre, 15 heures, pour demander à ce monsieur quels étaient ses états d'âme. Et donc, il y avait donc la caméraman et il y avait donc Atahualpa Artemise, qui est le chef de l'agence EFE à La Havane. Et quand ils sont arrivés, ben c'est la belle-mère de Junior qui leur a ouvert la porte et elle leur a dit qu'il avait vécu un dimanche absolument épuisant et que donc il était en train de faire la sieste. Vous pouvez aller sur Twitter et vous pouvez vérifier la dépêche. C'est pas un fake, ça a l'air d'un gag, mais c'est véridique. Donc, oui, on n'imagine pas Nelson Mandela ou Martin Luther King dire ah ben non, je ne peux pas aller manifester, faire mon discours, I have a dream, je fais la sieste. Bon, passons. Non, il ne faut pas passer. Je pense que ça montre le ridicule et le peu de consistance de ces gens qu'on va nous présenter comme des grands opposants. Il aura peut-être le prix Sakharov la prochaine fois, ce monsieur. C'est sûr et certain. Et encore que c'est pas sûr, parce que comme il n'a pas fait grand-chose, justement, peut-être qu'ils vont lui nier le prix. Il sera candidat, peut-être finaliste. Après le prix norvégien, il ira peut-être à Cannes la prochaine fois. Bon, et ben c'est super. Merci Maïté pour tous ces renseignements. Hein. C'est vraiment un autre point de vue, un autre son de cloche que tu nous donnes là, évidemment, pour les deux rives, pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de nous croire sur les deux rives, mais au moins vous pouvez confronter ce point de vue avec celui qu'on vous sort dans les médias dominants. Merci Maïté. Merci, au revoir. Et donc, je vous rappelle évidemment qu'aucun média ni aucun milliardaire ne soutient les deux rives. Donc, nous vous invitons à aller sur notre site www.lesdeuxrives.info pour faire une contribution pour que cet autre son de cloche, si nécessaire pour comprendre ce qui se passe en Amérique latine, ne s'éteigne pas. Je vous dis à très bientôt parce que ce dimanche 21 novembre, il y a les élections présidentielles et législatives au Chili et il y a aussi les élections municipales et régionales au Venezuela et bien sûr les deux rives seront sur place puisque nous aurons aussi des
des interviews, des analyses avec des personnes qui nous raconteront ce qui est en train de se jouer, ce qu'ils ont vu dans ces pays. Donc, à très bientôt.